Bonjour à tous et bienvenue dans Audition Publique. 1 heure, un invité tous les lundis soirs à 19h30 sur LCP et Public Sénat. Soyez donc le bienvenu ce soir. C'est un ministre qui va être au four et au moulin dans les semaines qui viennent. Franck Riester, vous êtes ministre délégué chargé des relations, chargé du Parlement. Soyez le bienvenu. Bonsoir. La réforme des retraites a été soumise au Conseil des ministres ce matin. Elle arrive donc au Parlement et à l'Assemblée nationale, plus précisément dans une semaine, lundi. Est-ce que ce sera un chaudron, une ZAD, comme le souhaiterait par exemple la verte Marine Tondelier? Quels amendements êtes-vous prêts à approuver? Donnerez-vous du grain à moudre aux oppositions? Beaucoup dénoncent par ailleurs la brutalité de la réforme sur le fond. Y ajouterez-vous la raideur du 49.3 ? Est-ce envisageable? Vous êtes très attendu sur toutes ces questions par Brigitte Boucher et Tam Tranui dans quelques instants, par Yves Tréhard qui se concentrera sur les questions politiques. Vincent Roux, lui, aura quelques questions d'actualité avec vous et on vous en remercie. Vous avez accepté le principe du débat avec la sénatrice socialiste Monique Lubin. Et mon petit doigt me dit qu'elle voudra vous parler des retraites. Elle aura des arguments. Je disais, le texte est arrivé en Conseil des ministres. C'est un moment clé du quinquennat, cette réforme. Franck Riester. Oui, c'est une étape importante, puisque c'est une réforme importante. Et on voit bien qui suscite beaucoup de commentaires, de critiques, d'opposition. Et donc c'est évidemment, à chaque fois qu'on réforme les retraites, un moment fort d'un quinquennat. Surtout que le président de la République l'a annoncé dans sa campagne. Et les députés de la majorité l'ont annoncé dans leur campagne, que c'était une réforme que nous voulions faire assez vite dans le quinquennat. Et c'est aussi important parce que c'est au cœur de l'adaptation de notre dispositif de protection pour le sécuriser. Je rappelle quand même que le système de retraite par répartition, c'est un des piliers de notre protection sociale, de notre modèle français de protection sociale, de solidarité intergénérationnelle. On va en parler, je vous ai dit le programme, on va en parler largement. Est-ce que politiquement, c'est un moment clé du quinquennat ? Écoutez, on a, depuis le début du quinquennat, mené un certain nombre de réformes. Celle-là est une réforme importante, mais ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de notre quinquennat et du quinquennat du président de la République. Ça passe sous sa casse, quand même. Écoutez, moi j'ai la conviction que c'est une réforme difficile, une réforme qu'il faut expliquer. C'est une réforme sur laquelle on aura l'occasion de discuter beaucoup au Parlement, mais c'est une réforme que les Français avaient bien anticipée, puisque le président de la République, encore une fois, et tous les députés de la majorité ont fait campagne là-dessus. Donc on n'a pris personne par surprise. Et donc on a la détermination de la mener à terme pour sauver le système de répartition. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'autres réformes. Et vous l'avez dit, regardez, on verra, on va déjà parler de celle-là. Non mais regardez, le président de la République a parlé de défense avec la loi de programmation militaire. Il y a la question de la protection, de la justice. Les Français s'intéressent beaucoup à cette réforme. Planification écologique. Non mais vous disiez, est-ce que c'est un moment clé politiquement ? C'est un moment, c'est une étape. Il aura peut-être du mal à faire d'autres réformes. C'est une étape, mais parmi d'autres. Et nous pensons que on ne veut pas, si vous voulez, c'est pas encore une fois l'alpha et l'oméga de toute la politique. Ça n'est pas une réforme parmi d'autres. C'est la réforme. Non, c'est une réforme difficile comme... Non, justement. Réforme difficile, vous l'admettez. Bien sûr. Regardez le débat qu'il y a, les manifestations. Et ça l'a toujours été. Je m'en rappelle, moi j'étais déjà député entre 2007 et 2012. Il y a eu la réforme menée par Éric Woerth notamment. C'était un moment difficile. La réforme Touraine menée sous Hollande, qui était une réforme difficile. Par nature, c'est difficile. Bien parce que alors, ça touche tous les Français dans leur travail et dans leur retraite. Quand on a un texte difficile, est-ce qu'on ne donne que 20 jours à l'Assemblée nationale pour en débattre au départ? Est-ce que c'est sérieux de ne donner que 20 jours en commission à l'hémicycle pour un texte aussi important? En fait, c'est une réforme qui permet d'assurer l'équilibre financier de notre système par répartition. Et donc la grande majorité des dispositions pour cette réforme sont des dispositions d'ordre financier, qui sont du ressort d'un projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui ont un impact sur le financement de la sécurité sociale. Et je dirais même, c'est pour ça que c'est un rectificatif, y compris sur le budget de la sécurité sociale de cette année, puisque la réforme va s'appliquer dès le 1er septembre. C'est un débat tronqué, c'est ce que dit le juriste Jean-Philippe de Rosier. Un débat tronqué. C'est du ressort d'un projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et donc la Constitution, notre loi fondamentale, encadre la discussion au Parlement de ces lois de finances de la sécurité sociale. Et il y a 50 jours de débat.
Et finalement, quand on regarde de près, c'est beaucoup. Et 20 jours en première lecture à l'Assemblée nationale. Concrètement, il va y avoir, outre la discussion générale et l'audition du ministre qui a eu lieu tout à l'heure en commission, 3 jours complets de discussion des amendements sur les 10 articles du projet de loi. 3 jours complets en commission. Et dans l'hémicycle, 2 semaines complètes. 2 semaines complètes. Vous dites c'est bien assez. Oui, nous pensons que, d'abord, encore une fois, c'est pas nous qui choisissons le nombre de jours pendant lesquels on discute de ce type de réforme. C'est la Constitution qui le décide. Oui. Et qui décide de dire c'est 20 jours en première lecture à l'Assemblée. Et on a fait en sorte, et c'est moi qui ai veillé, il y a 2 semaines complètes de débat dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale sur un sujet qui est connu depuis très longtemps, en tout cas par les députés, sur 10 articles. Nous pensons qu'il y a largement le temps de débattre, de proposer des amendements, de voter les différents articles et le texte. Évidemment, après, ça dépend des oppositions. Et est-ce qu'il y aura obstruction ou pas obstruction ? S'il y a obstruction, évidemment, ça va compliquer le temps de débat. S'il n'y a pas obstruction, on pense qu'il y a largement, avec 2 semaines pleines de débats programmés à l'Assemblée nationale pour débattre de ce texte. Et ensuite, il y aura 15 jours au Sénat en première lecture et 50 jours on avance. En tout cas, vous avez dit réforme difficile, il y a largement le temps en 20 jours de l'examiner. En première lecture. En première lecture, bien sûr. Oui, en face de vous, Brigitte Boucher. Bonsoir Brigitte. Bonsoir, et Tam Tranus, c'est vous qui commencez, Brigitte. Alors, est-ce que vous êtes sûr d'utiliser l'article 47.1 de la Constitution qui dit que sans vote au terme de ces 20 jours, justement, vous saisissez le Sénat, le texte du gouvernement part directement au Sénat pour être étudié ? Écoutez, nous souhaitons aller au bout de la discussion de tous les articles et donc d'aller au vote en première lecture à l'Assemblée nationale avant le délai des 20 jours. Et ce que je disais à l'instant, c'est que ça va dépendre des oppositions. La Constitution, effectivement, prévoit qu'au bout de 20 jours, le texte est transmis au Sénat si on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de la discussion. Et je rappelle qu'en théorie, c'est prévu pour un texte total de projet de loi de finances de la sécurité sociale sur tous les sujets, c'est-à-dire sur les programmes de santé, d'autonomie, sur les politiques de financement de la sécurité sociale. Donc avec beaucoup de sujets abordés. Là, on se concentre sur 10 articles sur la réforme du financement de notre système de retraite de répartition pour en assurer sa pérennité. Donc on voit bien que ces dispositions qui sont très larges finalement pour un PLFSS dans son ensemble vont être utilisées pour cette réforme financière de notre régime de retraite. Alors pourquoi est-ce que vous avez menacé d'utiliser le 47-1 ? Mais qui a menacé d'utiliser le 47-1 ? Les journalistes ne l'ont pas sorti de leur chapeau. Au moment où le gouvernement a bien commencé à parler du 47-1. Non, jamais. Franchement, jamais. Nous n'avons... Vous savez, c'est la Constitution. Nous n'inventons rien. Au départ, c'est les oppositions qui nous ont taxé de ça. Les oppositions nous disent ils utilisent un PLFSS parce qu'ils veulent utiliser le 49.3, je dirais, d'une façon facile, sans avoir à utiliser un joker, puisque vous savez que le 49.3, lorsqu'il s'agit d'un texte financier, on peut l'utiliser autant qu'on veut, alors que quand c'est un texte classique, on l'utilise qu'une seule fois par session. Donc ils ont dit c'est parce que vous voulez utiliser le 49.3 sans utiliser votre joker. Et puis après, ils se sont aperçus qu'on était toujours dans cette logique depuis le départ de ce mandat. C'était à la demande du président de la République et de la Première ministre de trouver des majorités, que nous étions en train de trouver une majorité avec les LR et que nous n'allions pas avoir besoin de 49.3. Mais là, vous avez... Et donc ils se sont dit ils vont pour toujours essayer de nous attaquer sur la forme. Ils ont dit ils vont utiliser le 47.1, ce fameux amendement ce article de la Constitution qui permet de transmettre le texte au Sénat au bout de 20 jours de discussion. Mais nous avons toujours en tête, et c'est la Première ministre qui le répète systématiquement, la volonté d'aller jusqu'au bout du débat. Alors, vous dites que vous souhaitez qu'il y ait un vote. Oui. Ça veut dire que vous pourrez utiliser le 49.3 pour que le texte soit adopté ou pas ? Nous souhaitons avoir une majorité de députés qui votent cette réforme, qui est importante, qui est au cœur de la sauvegarde de notre système de retraite par répartition, pilier de notre protection sociale, pilier, je dirais même, de notre cohésion sociale et de notre contrat social. Si vous n'arrivez pas au bout du débat, il se passe quoi ? Et donc, nous voulons avoir une majorité et que ce texte soit voté, que tous les articles soient votés et que le texte soit voté. Mais donc, vous utilisez le 49.3 ou pas ? Vous accuserez... Peut-être qu'on sera trop court dans ces 2 semaines et à ce moment-là, la Constitution s'appliquera, oui. Mais vous direz que c'est à cause des oppositions. Vous accuserez les oppositions de les avoir poussées à cette extrémité. Avec nous, le 47.1. Franchement, d'abord, on arrive
concentré, serein et conscient de la difficulté de faire voter une réforme des retraites dans notre pays. On en est conscient. Et donc on va y aller en étant ouvert aux discussions, ouvert aux remarques des députés, avec la volonté de donner des réponses, de donner des avis, d'affirmer nos positions, de soutenir la stratégie politique qui est la nôtre. Vous pourriez passer par ordonnance, si in fine vous n'avez pas de vote. En fait, il y a effectivement, la Constitution prévoit qu'à l'issue des 50 jours, alors là, on est à la fin, à l'atterrissage final du texte. Après la navette, c'est-à-dire après les échanges entre l'Assemblée et le Sénat, si au bout de 50 jours, c'est pas fini, à ce moment-là, il peut y avoir un débat, une mise en œuvre de la réforme par ordonnance. Bon, je pense vraiment qu'on n'est pas du tout dans ce scénario-là. Encore une fois, parce que nous voulons avoir un vote avant la fin des 50 jours avec une majorité plus large. C'est ce qui nous mobilise aujourd'hui et nous pensons que nous sommes en mesure de l'atteindre, avec notamment des députés et des sénateurs LR et des sénateurs du centre pour ce qui concerne le Sénat. En espérant que vous aurez tous les vôtres. Oui, parce que pour l'instant, dans votre majorité, on entend plutôt un certain nombre de voix discordantes qui se font attendre depuis plusieurs jours. Barbara Pompili, Patrick Vignal, Yannick Favennec, etc. Ils sont Renaissance, Modem, Horizon. Et puis, ils refusent de voter la réforme des retraites en l'état. Ça y est, vous avez vos frondeurs ? Non, écoutez, on est au début d'un débat parlementaire. Un débat parlementaire où les députés, pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, et les sénateurs qui concernent le Sénat, vont émettre des avis, vont faire des propositions, et y compris pour la majorité. Ma conviction très forte, pour avoir discuté avec ces députés, pour avoir vu leur campagne électorale, parce que ces députés avec les uns et les autres, ceux-là qui pas tous individuellement, mais je les connais et je sais leur état d'esprit et je sais dans quel état d'esprit ils sont, y compris pour ce texte de loi. J'ai vu aussi leur campagne, leurs documents de campagne. On voit bien que les députés de la majorité se sont présentés devant les Français en faisant en sorte de défendre la réforme prévue par le président de la République. Pourquoi ils ne sont pas d'accord avec le texte de réforme de la retraite. Donc, ils disent qu'il faut aller plus loin sur un certain nombre de points. On va regarder avec eux ce sur quoi on peut améliorer le texte. Je rappelle quand même que ce texte a été largement modifié par rapport à ce qu'avait même présenté le président de la République dans sa campagne, puisqu'il avait dit âge légal de départ 65 ans, on est à 64 ans. Donc on a écouté notamment des députés de la majorité et des députés et des sénateurs et les Républicains. C'est vrai sur la retraite minimum aussi, qui va être élargie. Mais ça veut dire que vous pensez qu'aucune voix ne manquera dans la majorité, retraités, mais aussi aux retraités déjà en retraite. Et donc, nous avons déjà beaucoup modifié le texte. Et nous allons continuer de travailler avec les députés. Vous pensez qu'aucune voix ne manquera dans la majorité ? Et ma conviction, c'est que, in fine, les députés de la majorité vont voter tous le texte de loi. On va arriver sur le fond de la réforme. Il y a des points importants. Je voudrais un mot quand même sur ces troupes qui proposent une augmentation de la durée de travail à 35,5 heures pour générer plus de cotisations. Ça, c'est du côté du Modem. Qu'est-ce que vous dites à cela ? Dit que là, pour le coup, clairement, on ne va pas ouvrir un autre débat autour de la durée du travail, sur le temps de travail. Là, on se concentre sur la retraite. Je crois qu'on a discuté, j'en ai discuté avec Jean-Paul Mattei, la Première ministre aussi. Et ça va la porte est refermée, ça ne va pas être un sujet qui sera au cœur des propositions. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont bien compris que ce n'est pas quelque chose sur lequel on pouvait travailler avec eux dans un sens positif. Alors, il y a un autre point de crispation, ce sont les 44 ans. Ces Français qui seraient obligés de travailler jusqu'à 44 ans, alors qu'ils ont des carrières longues, qu'ils ont commencé à travailler à 16, 17 ou 18 ans. Est-ce que ça, vous pourriez revenir dessus pour qu'ils travaillent 43 ans comme toutes les autres concernés par la réforme ? Alors, d'abord, on maintient un dispositif de carrière longue, je dirais encore plus adapté aux spécificités de nos compatriotes dans leur travail, avec notamment, on crée un SAS de 2 ans entre 16 et 18 ans qui n'existait pas. Donc il y a les moins de 16 ans, il y a les 16 à 18 et il y a 18 à 20 ans. Mais eux travaillent pendant 44 ans. Et ça, c'est important parce que ils auront à bénéficier de dispositifs dits carrière longue. Pour ceux qui ont commencé avant 16 ans, s'ils ont validé un certain nombre de trimestres, ils partiront à 58 ans, de 16 à 18 ans, 60 ans, et de 18 à 20 ans, 62 ans. Donc avant
l'âge légal de 64 ans. Mais il travaille 2 ans de plus. Il travaille un an de plus de cotisation, de cotisation un an de plus que le nombre d'années de cotisation minimum de 43 ans. Mais le système, et on l'assume, de retraite a toujours fonctionné avec 2 critères. Un critère d'âge légal de départ et un critère de durée de cotisation minimum. Et vous avez des gens qui doivent cotiser plus que la durée minimum de cotisation parce qu'ils n'ont pas l'âge légal pour partir. C'est déjà le cas et c'est même, il y a des différences plus importantes que ce qui est dans la réforme. Je vais conclure par ça. Et deuxièmement, il y a des gens qui doivent travailler plus tard que l'âge légal de départ parce qu'ils n'ont pas tout leur trimestre de cotiser. C'est évidemment le cas d'un certain nombre de personnes qui ont notamment des carrières hachées ou qui ont commencé tard à travailler après leurs études. Ce système-là doit continuer parce que c'est le moyen d'avoir un équilibre financier et d'avoir un système qui est le plus juste possible. Mais ça, dans cette réforme, on a resserré les écarts pour les cotisations et pour l'âge de départ entre ceux qui partent exactement au minimum d'âge légal et au minimum de durée de cotisation et ceux qui doivent faire un peu plus, soit de durée de cotisation, soit d'âge légal. Cotisation, il y avait jusqu'à 2 ans ou 3 ans de plus de cotisation travaillée, d'années de cotisation travaillées par rapport pour pouvoir partir en retraite. Là, il n'y a qu'une année, 43 et 44. Et jusqu'à présent, il y avait 5 ans d'écart entre l'âge de départ et l'âge de départ sans décote, c'est-à-dire en considérant qu'on a tous les trimestres validés. C'était les 67 ans. Et on ne bouge pas cette encre-là, comme on dit souvent. Sauf que la durée de cotisation à 43 ans, qui était dans le texte annoncé pour tout le monde... Non, ce n'était pas pour tout le monde. Ça n'a jamais été dit pour tout le monde. C'est 43 années, on accélère la réforme Touraine. Ça fait quand même partie des grandes lignes de la réforme annoncée. Vous le faites bien de le préciser que c'était la réforme Touraine qui avait fixé comme durée minimum de cotisation 43 ans. Mais je le répète, c'est durée minimum. Et il faut aussi valider l'âge légal de départ. Alors ça, c'est en tout cas... Et donc, non, mais c'est important parce qu'il ne s'agit pas d'un âge, il ne s'agit pas d'un dispositif qui aurait pu se faire, qui est de dire on regarde uniquement la durée des cotisations et pas l'âge légal. Mais c'est c'est un système qui est non seulement, ça serait un peu compliqué de l'expliquer en détail ici, mais qui est un système non seulement injuste et aussi qui ne permet pas d'équilibrer le système. Donc là, on a un système avec 2 critères, la durée de cotisation minimum et l'âge légal. Et jamais, encore une fois, j'insiste, parce que cette réforme, elle est plus juste, notamment par ce point-là. Il n'y a jamais aussi peu d'écart entre ceux qui sont à la durée de cotisation minimum et ceux qui sont obligés de faire plus pour avoir l'âge légal. Il y a 1 an d'écart. Et il y a 1 an d'écart et il y a 3 ans d'écart entre l'âge légal et l'âge de départ sans décote. Avant, il y avait 5 ans et avant, il y avait 3 ans. Alors, voyez le temps qu'il faut. C'est une des conditions des Républicains pour voter cette réforme. Les Républicains disent qu'il faut que la durée de cotisation prévale sur l'âge légal. En tout cas, un certain nombre de députés LR... Je le préfère, cette présentation. Un certain nombre de députés LR disent qu'il faut que la durée de cotisation passe avant. Écoutez, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de Vous avez besoin de ces voix LR pour voter la réforme. Est-ce que vous pensez, du coup, pouvoir la faire passer oui, puisque comme vous l'avez dit, ce sont certains députés LR. Oui, mais vous avez besoin de ces voix-là. Écoutez, on a besoin de maximum de voix, bien évidemment. Vous avez fait vos comptes, vous n'avez pas besoin. C'est ça que vous nous dites. Non, mais on a besoin du maximum de députés qui ont conscience que la responsabilité qui est la nôtre face aux Français, c'est de prendre les décisions parfois difficiles pour pérenniser un système de retraite qui est encore une fois absolument clé pour les plus modestes et qui est au cœur de la solidarité intergénérationnelle. Mais madame, juste écoutez, comprenez que le président de la République dans sa campagne, et nous aujourd'hui, on ne fait pas ça juste pour s'embêter ou juste pour se faire plaisir si on était sadique. On fait ça... On voit bien les difficultés et on voit bien que c'est pas populaire pour les Français. Et on le fait parce que c'est l'intérêt général du pays. Alors, il faut le rappeler, on le fait pas, encore une fois, par idéologie. Il reste 4 minutes. On le fait par la volonté de sauvegarder un système qui est un des piliers de notre protection. Olivier Dussopt dit qu'avec cette réforme, on n'a que des gagnants. Mais il y a l'étude d'impact qui dit en clair qu'il y a des perdants. Ce sont les mots qu'il a eus. Non. Bon, c'est pas grave. Mais c'est important parce que ne lui faites pas dire ce qu'il ne dit pas. Dans l'étude d'impact, il est montré que les femmes vont partir en moyenne 7 mois plus tard, tandis que les hommes partiront, eux,
5 mois plus tard. Est-ce que c'est une réforme qui va accroître les inégalités hommes-femmes ? Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les femmes, pour pouvoir atteindre leur durée de cotisation, utilisent, et c'est bien légitime et on le conforte dans cette réforme, utilisent notamment des trimestres validés par enfant. Et donc, ça leur permet d'accéder plus facilement au trimestre minimum pour pouvoir valider une retraite sans décote. Voilà. Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Donc les femmes sont pénalisées par... Non, mais elles sont un peu plus impactées du fait que... Écoutez-moi. Sur ce point-là particulier, elles sont un peu plus impactées que les hommes, puisqu'elles bénéficient de trimestres par enfant que les hommes n'ont pas pour ces enfants. Et elles ont donc, c'est très technique, mais avec le report de l'âge, les trimestres par enfant ne jouent pas sur le report de l'âge. Ils jouent sur la durée de cotisation. Pour autant... On va expliquer. Une femme, par exemple, pourrait partir à 62 ans, admettons, avec les trimestres qu'elle aura gagnés avec ses enfants, mais comme il y a un âge légal à 64 ans... Voilà, il faut qu'elle continue à travailler 64 ans. Bon. Et donc, on a en revanche un dispositif qui est à leur avantage, qui est le dispositif de la prise en compte, notamment pour les carrières longues, des congés parentaux, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et donc ça, c'est un avantage pour les femmes. D'autre part, le minimum... Ça ne vient pas compenser la mesure de l'âge légal. C'est ce que montre l'étude d'impact. Ça vient, c'est quelque chose de positif. Oui, c'est positif, mais ça ne compense pas. Il y a quelque chose de positif avec ça. Il y a aussi les revenus minimums. C'est-à-dire la retraite minimum va bénéficier particulièrement aux femmes parce que, on le sait bien, il y a une différence de salaire entre les femmes et les hommes. Elles seront un peu perdantes sur le plan effectivement du départ, mais c'est compensé, dites-vous, par des mesures que vous abandonnez. Sur les congés parentaux, sur les retraites minimum, voilà, mais c'est important. Vous ne niez pas qu'elles sont un peu. Vous ne niez pas qu'elles sont un peu perdantes, elles. Mais en fait, attendez, mais on n'a jamais dit... Sur la durée du travail. Contrairement à ce que vous disiez, on n'a jamais dit que tout le monde était gagnant. On demande un effort aux Français. Oui, parce que pour pouvoir équilibrer notre système de retraite, il faut demander un effort aux Français. Et donc on demande un effort à tout le monde, y compris aux femmes. Les femmes qui ont une carrière normale, vous le savez bien qu'il y a autant de cas particuliers que de Français. Et donc, on essaye d'avoir des dispositifs qui permettent de prendre en compte les difficultés de nos compatriotes. Alors, une question importante... Et on prend aussi, en termes de justice, en compte les congés parentaux qui n'étaient pas pris en compte. C'est ce que vous avez dit. Et sur les retraites minimum, ça va bénéficier notamment aux femmes. Je vous demande une réponse brève. La question c'est sur l'emploi des seniors, parce que c'est un des points clés aussi. Olivier Dussopt a ouvert la voie à des mesures plus coercitives. Est-ce que vous allez sanctionner directement les entreprises qui licencient les seniors ? Non, ce n'est pas prévu de cette façon-là. On va continuer de travailler sur ce système. Aujourd'hui, seront pénalisées les entreprises qui ne publient pas leur index senior pour savoir où ils en sont dans l'emploi des seniors. On a besoin de travailler avec les représentants des entreprises, avec les entreprises, sur des entreprises aussi qui ont des dispositifs de départ anticipé, je dirais, d'une façon institutionnalisée. Et on va regarder avec les parlementaires, avec les partenaires sociaux, comment on peut aller plus loin dans la contrainte, parce qu'on est convaincu que l'emploi des seniors, c'est quoi alors, parce que quand il dit ça, Olivier Dussopt, c'est quoi ? C'est l'index des seniors qui serait... Aujourd'hui, la pénalisation qui est dans le texte, c'est de dire, dans notre projet de loi, c'est de dire, sont sanctionnées financièrement. Les entreprises qui ne publient pas l'index. On verra de quelle manière il faut aller plus loin pour que ça soit... ce serait une sanction financière plus forte ou ça peut être ça ? On va écouter ce que nous disent les parlementaires, on est à l'écoute. Mais c'est certain qu'il faut que les entreprises jouent le jeu. Mécaniquement, du fait de la réforme, du report de l'âge légal, il y aura plus mécaniquement de seniors au travail. La question de Brigitte, vous dites pas de sanctions financières pour les entreprises qui licencient plus que d'autres les seniors. Mais et on s'arrête là-dessus. Pour l'instant, c'est pas prévu. Et c'est pas l'esprit. Ça paraît compliqué à mettre en œuvre. Mais en tout état de cause, on veut avoir des outils qui permettent de mettre davantage la pression aux entreprises. Mais sur l'emploi des seniors, il y a ce dispositif-là, mais il y a aussi le cumul emploi-retraite qui est très important et qui est absolument amélioré. On va continuer de parler tout à l'heure. C'est important sur l'emploi. Cumul emploi-retraite. Tout à l'heure avec. Il faut savoir, ceux qui nous écoutent, que quand un retraité
cumule avec un emploi, aujourd'hui, ses cotisations qu'il paye ne lui permettent pas d'améliorer sa pension de retraite. Et bien demain, ça sera le cas. Après la réforme, c'est très important. Et on va travailler sur la retraite progressive aussi, qui existe d'ores et déjà, mais qui va être facilitée et qui va être élargie non seulement aux salariés du privé, mais aussi aux agents publics. Merci beaucoup Brigitte, merci Tom. On rejoint tout de suite Vincent Roux en direct du Figaro Live. Vincent, bonsoir, vous avez une question précise, alors qui n'a rien à voir, mais qui est très pratique pour Franck Riester. Franck Riester qui a été élu en Seine-et-Marne, et justement ça concerne l'Île-de-France. Et la hausse, bonsoir Franck Riester, bonsoir Elisabeth, la hausse annoncée du pass Navigo, qui est actuellement passé donc déjà de 75 € à 84 €, à plus de 84 €. Mais on parle d'une nouvelle hausse, et ça donne des idées à David Belliard, adjoint au maire de Paris. Il propose, pour financer toutes les infrastructures et éviter une hausse exponentielle de ce pass Navigo, une taxe sur les colis Amazon, 50 centimes par colis, et sur les SUV. Est-ce de votre point de vue, Franck Riester, de votre point de vue d'élu, une bonne idée? Bon, d'abord, c'est à la région de définir le prix du pass Navigo. Je rappelle que l'État a été en soutien des régions, et notamment de la région Île-de-France, en fin d'année 2022, qui a remis 200 millions d'euros en soutien à la région pour le financement des transports. C'est à la région de trouver les voies et moyens de financement de ce pass Navigo. Moi, ce qui est certain, c'est que tout ce qui est taxes, prélèvements, l'alpha et l'oméga de la politique de la gauche, d'une manière générale, c'est pas la nôtre. Et donc, nous ne sommes pas favorables, par principe, aux augmentations de taxes et aux augmentations d'impôts. Alors, on fait comment? Bah écoutez, c'est à la région, de regarder en détail à la fois ses coûts, ses ressources éventuelles autres, et en tout état de cause, d'aller fiscaliser et d'augmenter les impôts, c'est pas notre c'est pas votre tasse de thé. Non, voilà, on peut le dire comme ça. Merci beaucoup Vincent, à tout à l'heure. Bonsoir Yves Tréhard, soyez le bienvenu. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro, c'est à vous. Alors, on a beaucoup parlé du Parlement, et c'est normal, vous êtes ministre en charge des relations avec le Parlement. Imaginez un cas de figure avec les procédures parlementaires que vous avez détaillées avec mes consoeurs, mais que la rue, elle, regimbe, avec des millions de personnes dans la rue. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, on écoute ce que dit la rue. Ça vous fait peur? Non, ça ne nous fait pas peur. Vous savez, moi, je suis parlementaire depuis 2007. J'ai vu plusieurs réformes, plusieurs textes de loi venir à l'agenda du Parlement, susciter des oppositions, susciter des manifestations. Et j'ai vu aussi que quand on avait, au moment de l'élection, nous, députés, sénateurs ou gouvernement, annoncer clairement les choses, c'était beaucoup plus facile de faire passer les réformes. Oui, je prends l'exemple de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Il y a des millions de personnes dans la rue, partout en France. Rappelez-vous, Tréhard. Bon, eh bien, François Hollande l'avait dit dans sa campagne. Il a fait voter le texte au Parlement et c'est rentré dans les mœurs. Et donc, je pense que la force de la légitimité démocratique de cette réforme, outre l'intérêt pour le pays, l'intérêt général que finalement les gens qui regardent de près le sujet reconnaissent, c'est que le président de la République et les députés, parce qu'on dit souvent, ah ben oui, mais le président de la République, au deuxième tour, c'était face à Le Pen, et donc ça valide pas son projet. Oui, mais enfin, les députés de la majorité, qui ont mis dans leur document de campagne la réforme des retraites, eux ont été élus, ils représentent une majorité. Une majorité relative. Et les LR aussi. On dit dans leur campagne qu'ils allaient réformer les retraites. D'où leur soutien d'ailleurs à cette réforme. Un sérieux tempérament. C'est que contrairement au mariage pour tous, où là vous n'aviez pas d'interlocuteur, ils n'avaient pas d'interlocuteur encore constitué, là, les syndicats, front unis, ils sont contre. Et ils appellent manif après manif. Et il y a des grèves. Vous me disiez qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue. Pour la réforme de l'ouverture du mariage pour les couples de même sexe, il y avait beaucoup de monde dans la rue, peut-être même encore davantage que ce qu'on a vu la semaine dernière. De la chose, parce qu'il y a eu ça aussi qui s'est invité dans le débat politique en France. Si on gouverne et qu'on a peur de tout ce qu'on fait, je vous assure, on ferait rien. Oui, c'est une réforme, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une réforme difficile, bien évidemment, qu'il faut prendre du temps pour convaincre, il faut du temps pour écouter, il faut du temps pour améliorer les textes, mais il faut aussi respecter les engagements qu'on a pris et avoir une politique courageuse, parce que c'est l'intérêt général qui le dit.
vous qui Il aimez nécessite- les précédents, j'en ai un précédent Ouais. tout trouvé, c'est le contrat première embauche. Alors, j'étais pas Ça a député. été adopté. J'étais pas député. Oui, c'était en 2006, ça a été Ça a été adopté, adopté. ça n'a jamais été appliqué. Pas été promulgué. Oui, alors c'est la ça. fameuse C'était Jacques Chirac et pirouette de Dominique de Jacques Chirac. Villepin. Ouais. Hein. Oui, mais Exactement. est-ce que Jacques Chirac l'avait dit dans sa campagne? Jacques Oui, Chirac, Est-ce qu'il l'avait dit Non, dans mais sa campagne? à la limite, certes, mais... Non, il l'avait pas dit. donc frère. là, vous Et vous donc, reposez là-dessus. Oui, non, mais attendez. Je pense que on peut, dans ce pays, réformer avec des manifestations, avec des oppositions, D'accord. d'autant plus facilement. Et on peut tenir nos convictions et nos positions d'autant plus facilement qu'au moment de l'élection, on a été clair. Alors, on a entendu Madame la Première ministre, on a entendu Olivier Dussopt. Je sais plus où est Bruno Le Maire. Il ne parle plus là. Il est bon aux abris ou Non, il est on l'a aux pas abris. entendu depuis une semaine. Vous plaisantez, il fait des médias régulièrement. Ah bon, je n'ai pas, bah pas si. bien entendu. Ah bah, Le président de la République, à votre avis, doit-il à un moment, de façon solennelle, s'exprimer sur le dossier des retraites? Il l'a fait, mais de façon annexe, en parlant d'autre chose. Il en Est-ce a- qu'il doit attendez, il l'a fait prendre dans la sa parole? campagne, il l'a fait pendant la campagne législative, il l'a fait à ses vœux, il l'a refait là encore à chaque fois qu'on l'interroge sur le sujet. Je veux dire, personne ne peut douter du soutien du président de la République pour cette réforme Non, mais il doit et de son convaincre. engagement Il n'a pas total. convaincu. Malgré tout Il ce n'a que pas vous avez convaincu, dit, il oui. n'a pas convaincu. Oui, écoute, il n'a pas convaincu. Il y a une forte Est-ce que vous majorité de trouvez que la Français qui pédagogie estiment. a été suffisante? Et la pédagogie, alors la pédagogie, j'aime pas trop ce terme, mais disons, il faut continuer d'expliquer la réforme. Il Ouais. faut continuer d'expliquer pourquoi on l'a fait, continuer d'expliquer pourquoi elle est non seulement nécessaire, et par certains aspects tout à fait juste et apporte des progrès très clairs D'accord. pour nos compatriotes. Est-ce que c'est un test de résistance pour la majorité qui est composite, qui est fait de plusieurs groupes? Et on le voit avec des idées comme ça qui sortent à un moment en disant c'est pas assez social, Ouais. il faut allonger la durée du temps de travail hebdomadaire. Des Est-ce que réformes c'est- comme ça, c'est toujours des tests, évidemment, de C'est un solidité. test donc. Oui. C'est un test. Et on parlait tout à l'heure, est-ce que c'est un moment politique particulier? Ça fait partie des étapes importantes d'un quinquennat, sans pour autant être l'alpha et l'oméga de toutes les réformes, la mère des réformes, comme c'est pas le test unique et seul pour l'unité de la majorité. Aussi, puisqu'on a vu que le test Moi, ce sur que je l'immigration était reporté au Moi- mois de juin par Madame la Première ministre. Non, d'abord. c'est Si, pas elle vrai. l'a dit, elle Non, l'a dit. Attendez, le texte va venir au printemps, comme d'ailleurs d'autres textes, la loi de programmation militaire. On est en train de caler ça. Je découvre un peu plus précisément la difficulté, en tant que ministre en charge des relations avec le Parlement, de caler un agenda entre l'Assemblée, le Sénat, les suspensions, le temps de contrôle du Parlement, le temps d'initiative parlementaire. C'est complexe. Donc, il n'y a pas du tout de volonté de repousser le texte de l'immigration plutôt que d'un autre. Ça va venir au fur et à mesure de l'agenda, en fonction de ce qui est possible de placer. Ce qui est certain, c'est que moi, ce que je constate depuis l'élection législative et le nouveau quinquennat, c'est que la majorité est solide et que la majorité est unie, qu'il y a des sensibilités, mais que ce n'est pas au détriment de l'unité et de la force de cette majorité. Regardez les textes qui ont été votés. La totalité des textes, or les deux textes financiers PLF et PLFSS ont été votés avec le soutien total et sans état d'âme de la majorité et même avec d'autres députés d'autres partis politiques. Certains LR, d'autres partis socialistes. C'est pas... Et je peux vous dire, dans ce que je ressens des discussions avec les députés Renaissance, avec les députés Horizon, les députés Modem, c'est qu'il y a la volonté d'être ensemble pour porter cette réforme importante pour le pays. Donc ils seront là au rendez-vous du vote. Exactement. Vous dites J'en ça. suis convaincu. Réforme importante, mais alors il y a un handicap quand même majeur qu'on n'avait jamais imaginé, c'est que le président de la République a été réélu et qu'il ne peut plus se représenter et que, en fonction de ça, son autorité, si vous voulez, notamment sur sa majorité, peut être amoindrie par le fait qu'il n'ait pas à se représenter et que des successeurs, on imagine très bien qui c'est, pourraient créer un peu la zizanie. Mais par exemple, Édouard Philippe, Monsieur Le Maire, Monsieur Darmanin. Tout est possible. Ouais. Toutes les hypothèses sont possibles. Ce que je vis et ce que vivent les Français, ce que voient les Français, c'est qu'on n'est pas du tout là-dedans. Que la bataille de 2027, entre guillemets, Ouais. sera là le moment venu.
Mais on n'y est pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Il n'y a pas une fois, je vais vous le dire, où j'ai eu le sentiment, et je pense que vous le partagez, où les députés de la majorité ou les sénateurs de la majorité ont eu une action guidée par cette question de la présidentielle de 2027. Franchement. Et on parle beaucoup d'Édouard Philippe, d'Horizon. Regardez ce qui se passe. Franchement, ils ont voté tous les textes. Ils apportent des propositions utiles. Et là, sur la réforme des retraites aussi, avec la volonté d'être en soutien très fort du gouvernement. Le président de la République a averti au début du quinquennat en disant si jamais j'arrive pas à trouver une majorité pour mes textes à l'Assemblée nationale, pour un texte, je dissous. Est-ce que c'est... Si, il a dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit... D'abord, il a dit quelque chose qui est tout à fait juste. C'est qu'à partir du moment où il y aura une motion de censure de voter, ce n'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Une motion de censure de voter, il faudrait faire trancher les Français. Et qu'à partir du moment où le gouvernement serait renversé par une majorité de députés, à ce moment-là, les Français trancheraient. Mais c'est pas si on a sur un texte pas de majorité. Non, ça c'est l'avis du Parlement. Il peut y avoir des fois des majorités, des fois pas de majorité. C'est pas pour autant qu'il y aurait dissolution. Vous êtes d'accord pour dire qu'il ne peut pas reculer sur cette réforme? Mais parce que c'est une réforme très importante et c'est une réforme qui était annoncée très clairement pendant la campagne et la présidentielle et des législatives. Il ne peut pas reculer, mais si le pays est bloqué de façon persistante... Pour autant, on est toujours à l'écoute. Et pour autant, on a tenu compte des remarques des Français via leurs représentants d'organisations syndicales, via leurs représentants politiques. Et ce texte, il a été énormément modifié par rapport au texte initial voulu, notamment la retraite à 65 ans, qui était dans la campagne du président et des députés. Allez, c'est fini, une dernière question. Une réponse qui est très simple. Oui. Parce que c'est oui ou c'est non. Voilà. Il joue son quinquennat là-dessus. On dirait Elisabeth Martichoux tout à l'heure. Mais je vous assure. Il y a une cohérence dans cette émission, mon cher. Je vous accorde qu'elle a beaucoup plus de charme que moi. Je vous dis que ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est une réforme importante au cœur de ce que nous voulons faire dans la stratégie du plein emploi, parce que c'est par le travail, en travaillant davantage tout au long de la vie, qu'on arrivera à pérenniser notre système de retraite et à pouvoir créer suffisamment de richesses pour continuer d'investir dans les services publics dont on a besoin, en santé, dans l'éducation, pour continuer à nous protéger face aux menaces. D'où les investissements dans l'armée et la défense, nous protéger au quotidien, d'où les investissements dans la justice et dans la sécurité. Merci Yves Tréhard. Merci Elisabeth. Merci. À la semaine prochaine. Dans un instant, nous accueillons la sénatrice socialiste Monique Lubin. Un mot des boulangers qui étaient dans la rue. Oui. C'est un sujet aussi qui n'est pas de votre autorité, mais qui vous intéresse. Évidemment, ils ont manifesté, eux, parce qu'ils subissent des hausses, notamment de factures d'énergie très importantes. Beaucoup disent qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils vont mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus aujourd'hui pour les aider? Un bouclier tarifaire? Alors, ils bénéficient d'ores et déjà d'un dispositif très important. Oui, déjà, mais est-ce que pour les TPE, ce qui a été souhaité par le président de la République, de contraindre les fournisseurs d'électricité à garantir 280 € du mégawattheure pour les boulangers TPE, c'est-à-dire de moins de 10 salariés. Pour les autres, ils sont des PME, ils ont bénéficié de l'amortisseur électricité qui représente une ristourne de 20% de leur facture, en gros. Plus ensuite un guichet qui permettra, ce guichet, d'avoir des solutions très adaptées. Ça, vous avez raison. Et donc maintenant, Bruno Le Maire, Olivia Grégoire sont vraiment à l'écoute, en soutien de nos artisans boulangers. Les boulangers, c'est au cœur, mais je ne peux pas vous donner de réponse pour l'instant, parce qu'il y a une réponse majeure qui a été donnée pour la très grande majorité des boulangers qui ont moins de 10 salariés, qui ont ces 280 € garantis sur l'année en moyenne du mégawattheure. C'est très important et c'est une réponse très forte. Et pour les autres, les plus grandes entreprises, elles bénéficient, comme les autres PME, de dispositifs spécifiques. Et on verra dans les semaines et les mois qui viennent s'il faut aller plus loin ou pas. Pour l'instant, en concertation avec eux. À l'ordre du jour. Bonsoir Monique Lubin. Merci beaucoup d'être là pour débattre avec le ministre Franck Riester, chargé des relations avec le Parlement. Merci à tous les deux d'avoir accepté le débat. Quel sujet sinon les retraites ce soir? Et vous voulez commencer par revenir sur le dispositif carrière longue peut-être?
Oui, en fait, moi, je voudrais revenir, Monsieur le Ministre, sur ce terme de justice et de réforme juste que vous employez tout le temps. Cette réforme, elle va toucher au cœur, si je puis dire, les générations de 1961 à 1966 qui vont subir la double peine à la fois du nombre de trimestres augmentés et du recul de l'âge de la retraite. Et dans ces générations, on trouve beaucoup de gens qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans, qui ont des carrières complètes. Et vous l'avez d'ailleurs, je vous ai attentivement écouté, vous l'avez dit, un certain nombre d'entre eux devront cotiser 44 ans. Cette réforme, ça n'est pas une réforme des retraites en fait. Parce que si vous aviez voulu faire une réforme des retraites, vous auriez fait un projet de loi retraite dans lequel on aurait absolument tout brossé. C'est une réforme budgétaire que vous faites au travers d'une loi de finances de la sécurité sociale rectificative. Et donc, elle sera, rapidement expédiée. On ne pourra pas débattre. Et une loi de finances... Alors, quelle est la question précise? Ça, c'est le tableau. C'est une réforme budgétaire. Et donc, cette réforme budgétaire, elle fera des économies sur le dos de ceux qui ont commencé à travailler il y a longtemps. Où est la justice? Alors d'abord, Madame la sénatrice, une réforme budgétaire, c'est-à-dire la dimension financière d'un système de retraite, n'est pas quelque chose d'anodin ou c'est pas un gros mot. Non. Parce que je me permets de retourner une question, c'est comment vous financez le déficit très clair comment vous financez les déficits successifs qui vont d'année en année se cumuler sur le système de retraite et menacer l'avenir du système de retraite. Le corps dit très clairement qu'à partir de 2027, on sera autour de 12 milliards de déficit par an, 12,5. À partir de 2030, 13,5, 15 milliards, puis 20 milliards. C'est des 25 années de déficit à venir. Comment vous faites pour financer les retraites si vous ne demandez pas, ce qui est le cœur du fonctionnement de notre système de retraite par répartition, si vous ne demandez pas aux actifs de travailler un peu plus longtemps pour financer les retraites des retraités. Au moment où on a une démographie qui est le plus important, qui nous pose problème, puisqu'il y a de moins en moins d'actifs pour financer les retraités. Non. Il y avait 3 actifs pour un retraité dans les années 70, 2 actifs pour un retraité dans les années 2000, et aujourd'hui on est à 1,7 actif pour un retraité, et on ne sera plus qu'à 1,4 dans les années 2030. Non. Comment vous faites pour financer ça? Je ne peux pas vous laisser dire ça. D'abord, le choc démographique, et le corps le dit très bien, il a déjà eu lieu. On est sur la génération de l'après-guerre qui a pris sa retraite et le choc démographique, il a été compensé par des gains de productivité. Bon, premièrement. Deuxièmement, le corps dit aussi très clairement que dans les années à venir, les gains de productivité pourront continuer à pallier cette baisse de la démographie. Ensuite, vous ne regardez que l'allongement de la durée du temps de travail. Il y a beaucoup d'autres solutions, mais on a l'impression qu'elles sont toutes absolument taboues. C'est quoi vos solutions? Alors, pour permettre l'équilibre du système de retraite? Parce que sinon, ce sont des déficits et de la dette. Par exemple, pourquoi ne revient-on pas sur toutes les exonérations de cotisations sociales que votre gouvernement a mis en place depuis 5 ans? Toutes les heures supplémentaires désocialisées, le SMIC à 1,6 désocialisé, défiscalisé. Dès qu'on prend une mesure pour aider une entreprise, c'est désocialisé, c'est défiscalisé. Donc petit à petit, on est en train de vider notre protection sociale de sa substance. Et au bout d'un moment, on va dire aux gens, désolé, il n'y a plus d'argent, vous devez travailler un peu plus. Alors, la réponse du ministre. C'est intéressant, merci de votre réponse. Clairement, là, sur 2 choix radicalement différents. Votre choix, en gros, c'est de dire on n'est pas obligé de demander aux Français de travailler plus longtemps, on peut simplement augmenter les cotisations ou baisser les exonérations de cotisations. On peut faire plusieurs choses. Pour les entreprises ou pour les salariés. Puisque la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est du pouvoir d'achat pour les salariés. Nous, on conteste formellement, c'est le cœur effectivement de notre projet politique. On veut maintenir le pouvoir d'achat de nos compatriotes, c'est-à-dire on veut maintenir le pouvoir d'achat des retraités et maintenir le pouvoir d'achat des salariés qui, par exemple, par leur travail, en faisant des heures supplémentaires, bénéficient de revenus complémentaires qui sont défiscalisés et désocialisés. C'est quand même extraordinaire. C'est un choix. Et je finis. Et deuxièmement, oui, on conteste aussi
l'idée d'augmenter les cotisations sur les entreprises. Parce que si vous augmentez les cotisations sur les entreprises, vous augmentez le coût du travail et vous créez de l'emploi. Et vous perdez en compétitivité. J'étais le ministre du Commerce extérieur et de l'attractivité juste avant d'être ministre en charge des relations avec le Parlement. On est en compétition mondiale avec des concurrents européens, des concurrents dans le monde entier. Si nos entreprises ne peuvent pas se battre à armes égales avec les entreprises du monde entier, on perd des parts de marché et donc on crée du chômage. Et donc c'est aux salariés de payer. Mais non, finalement. mais non, ils payent pas. Toujours... Justement, Si, mais non, Madame la sénatrice. Justement, on veut leur donner la possibilité de gagner davantage et de ne pas être ponctionnés par des impôts, des taxes. Les salariés, et notamment ceux qui ont les salaires les plus modestes, il est toujours question, pour augmenter leur pouvoir d'achat, c'est de notre côté, baisser leur protection sociale. Parce que les cotisations sociales, c'est du salaire différé. Et si, lorsque vous demandez à des gens qui travaillent depuis l'âge de 18 ans, qui travaillent depuis 42, 43 ans, de travailler un an de plus, si vous abaissez leur niveau de protection sociale, parce que ce sont aussi ceux qui passent le moins de temps à la retraite. On veut leur garantir justement. Non. On garantit aux retraités actuels, d'ailleurs je préfère le dire, que les retraités actuels ne sont... faramineux. Vous avez fait des cadeaux fiscaux faramineux, notamment aux entreprises. Vous avez refusé de taxer, alors qu'on vous l'a proposé depuis des mois à l'Assemblée comme au Sénat. Vous refusez de taxer des grands groupes qui ont gagné beaucoup d'argent pendant la crise du Covid. Et ce sont finalement toujours les mêmes salariés. Et vous savez, ces salariés, ils savent, ils ont parfaitement compris. Vous êtes pour une taxe exceptionnelle ou une taxe pérenne de ces entreprises ? Oh, je suis sur une taxe pérenne. Pourquoi exceptionnelle ? Dès lors que ce sont des entreprises qui gagnent énormément d'argent, moi je pense qu'il faut revoir les choses aussi régulièrement. Quand tout va bien et que des entreprises engrangent beaucoup d'argent, on peut mettre des taxes, et quand la situation est moins importante, on peut abaisser. Je ne suis pas... voilà. Mais ce que je n'admets pas, c'est que ce soit toujours les salariés, toujours les mêmes, qui paient finalement les pots cassés. Et après, on va vous parler des femmes, je crois. Le cœur de notre système de répartition, c'est les actifs qui financent les retraites des retraités. Si vous cassez ça, vous cassez un des piliers de notre système de retraite. Je n'ai pas l'intention de casser ça. Et c'est une grande sécurité pour les salariés et qui vont ensuite être en retraite. D'ailleurs, je le dis, cette réforme n'impacte pas de quelque façon que ce soit négativement les retraités, et même positivement, puisqu'ils ont une revalorisation de la retraite minimum de 100 € pour arriver à en gros 85% du SMIC. Donc ils sont bénéficiaires de cette réforme et ça garantit la pérennité du système de retraite. Précisons, et deuxièmement, pour ceux qui ont une carrière complète. Pour une carrière, vous avez raison de me le faire préciser, parce que c'est très juste. En revanche, vraiment, et je respecte votre position, mais nous avons une position très différente. Oui. Nous pensons que la stratégie économique qui est la nôtre depuis maintenant 5 ans et demi, qui est de baisser la fiscalité, baisser les impôts et des Français et des entreprises, a des résultats très positifs. On n'a jamais eu aussi peu de chômage dans notre pays depuis 15 ans pour le chômage en général, pour les Français dans leur ensemble, et depuis 25 ans pour les jeunes. Oui. On a la croissance la plus forte de la zone euro, parce qu'on a eu cette politique de compétitivité, cette politique de l'offre, de soutenir les entreprises, de soutenir celles et ceux qui travaillent, et de rémunérer mieux ceux qui travaillent. Et on a une inflation, en baissant, et on a une inflation qui est une très forte, et on a des petits revenus aujourd'hui qui n'arrivent pas à vivre de leur salaire. On a une inflation forte, et notamment sur les produits alimentaires, mais on a une inflation qui est la plus faible, parmi les plus faibles des pays occidentaux. Et des C'est une réalité. injustices qui se creusent, monsieur le ministre. Non, toujours. On a le pays qui prélève le plus, vous voulez des impôts supplémentaires, qui prélève le plus de tous les pays occidentaux et qui redistribue le plus. Et donc on a un des pays les moins inégalitaires après redistribution. C'est une réalité. Nous sommes effectivement dans un pays qui a été capable, et c'est très bien, et on en est fiers, capable de construire un formidable système de protection sociale. Et quand je vous écoute, pas vous, monsieur Riester, mais le gouvernement, l'ensemble du gouvernement, il faudrait presque s'en excuser. Non. Et parce que nous avons cette formidable protection sociale, il faudrait presque que nous nous disions, bon, on peut faire des efforts et en avoir un peu moins. Moi, ça n'est pas ma vision des choses et ça n'est pas pour ça que je suis engagée en politique. Alors, un mot des femmes, peut-être, parce qu'il reste quelques minutes. Vous vouliez aussi évoquer cela dans les retraites ? Je trouve la communication, votre communication, terrible.
puisque depuis l'annonce de cette réforme, on nous dit que les femmes seront les grandes gagnantes. Et finalement, il n'en est rien. Alors il y a bien sûr les 4 mois de congé parental qui seront rajoutés, qui vont concerner quelques milliers de femmes, très peu de femmes, d'accord, c'est bien. Mais franchement, c'est un tout petit avantage. Et à côté de ça, les femmes vont continuer à avoir des retraites moins importantes parce qu'elles sont moins bien payées que les hommes, parce qu'elles ont des carrières hachées, parce que les années qu'elles consacrent à l'éducation de leurs enfants ne sont toujours pas suffisamment reconnues. Et donc, une fois de plus, les femmes sont des alibis. Et quand est-ce que... Les femmes sont maltraitées par la réforme? Non, c'est votre... Les femmes sont des alibis. Et contrairement à la communication gouvernementale, les retraites des femmes ne seront en rien améliorées par cette réforme-là. Non, mais d'abord, je salue le combat de Madame la sénatrice pour les femmes, et c'est un combat que nous partageons. Cette réforme, elle apporte, vous l'avez dit, des choses positives pour les femmes, notamment les congés parentaux qui seront pris en compte. Notamment, nous avons souhaité ne pas toucher aux 67 ans, âge de départ en retraite sans décote, et qui, évidemment, bénéficie aux femmes aujourd'hui. Dans ces cas-là, je réponds encore heureux. Oui, non mais j'entends, mais enfin, la logique étant, dans cette réforme, de demander un effort de report des âges, des différents âges de 2 ans, on aurait pu, et ça a été évoqué, c'était une des hypothèses, repousser aussi cet âge de départ sans décote comme dans d'autres pays européens. Nous ne l'avons pas fait parce que justement, on considère que c'est un élément qui aurait été très pénalisant pour les femmes. Et puis, en demandant à travailler plus longtemps, et je l'ai dit tout à l'heure, je le reconnais, on demande un effort aussi aux femmes de travailler plus longtemps. Mécaniquement, le fait de cotiser plus longtemps améliorera la retraite, et c'est toujours notre état d'esprit, c'est de dire qu'en cotisant plus longtemps, travaillant plus longtemps, on améliore le niveau de retraite. Voilà. Oui, le pouvoir d'achat des retraites. Et donc c'est effectivement, c'est le travail plus long qui permettra de gagner davantage. Et le revenu et l'amélioration de la retraite minimum va bénéficier majoritairement aux femmes par rapport aux hommes. Et ça, je reconnais que c'est parce que les femmes gagnent moins. Donc, et elles sont celles qui, majoritairement, ont des carrières complètes au SMIC plus que les hommes. Ça ne changera rien, monsieur le ministre, en tout état de cause, ça améliorera leur retraite. Et ça ne changera rien pour celles qui auront arrêté de travailler pour élever des enfants pendant un certain temps, qui ont des carrières hachées. Et vous venez de le répéter, que l'on soit salarié, femme, les deux, j'ai envie de dire, double peine. La seule façon d'améliorer son pouvoir d'achat, c'est de travailler plus, toujours plus. Allez expliquer cela aux aides-soignantes, aux hôtesses de caisse, aux infirmières, à tous ces métiers. Alors après, elles bénéficieront aussi des carrières longues ou des dispositifs de pénibilité. Que l'on a beaucoup applaudi, mais que l'on continue à mépriser royalement. Bon, vaste sujet, parce que c'est aussi la question du marché du travail qui est en jeu dans cette affaire. Donc, il faudrait aborder toutes ces questions peut-être avant. Il faut travailler aussi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui est une vraie injustice. Exactement. Même s'il y a des choses de fait, il faut aller plus loin. Si nous avions un véritable projet de loi sur les retraites, nous pourrions aborder tout cela. Alors, si vous avez des propositions très concrètes, faites-les passer et débattez-les, et vous le ferez d'ailleurs lors du débat au Sénat. La communication, effectivement, sur la situation des femmes dans cette réforme des retraites, c'est un gros sujet pour le gouvernement. Effectivement. Mais vous l'avez dit, la réforme est difficile. L'expliquer aussi est assez compliqué. C'est très technique. Et on ne réglera, et on le dit avec beaucoup d'humilité, on ne règle pas non plus toutes les difficultés de tous les salariés de ce pays. On essaie d'en améliorer beaucoup à travers cette réforme, mais on ne referme pas tout. On ne règle pas tout, bien évidemment. Il y aura encore des beaux combats à mener. Ça n'est pas fait pour régler le problème des inégalités. C'est pas sa fonction première. C'est ça que vous voulez dire. La fonction première, c'est de garantir la pérennité du système et d'améliorer, avec un certain nombre de dispositifs, les injustices qui existent. Mais on n'a pas la prétention de régler toutes les injustices. Merci Monique Lubin, en tout cas. Les difficultés. Merci beaucoup. Et on va retrouver Vincent Roux en direct du Figaro Live pour une question d'actualité. Vincent. Oui, Franck Riester, je voulais vous partager une question qu'on a posée aux internautes du Figaro, une question où il y a eu 200 000 votes et 67% de non. Non, les lecteurs du Figaro, les internautes du Figaro ne croient pas à la stabilité du couple franco-allemand. Quel intérêt de s'accrocher à un partenaire qui nous a obligés à abandonner une partie de notre nucléaire,
quel intérêt de s'accrocher à un partenaire, peut-on lire encore, qui a des projets militaires qui font fi la plupart du temps des matériels français? Écoutez, d'abord, le premier élément qu'on doit toujours avoir en tête, c'est que travailler en étroite collaboration avec les Allemands, se battre pour le couple franco-allemand, c'est assurer la paix sur le continent européen, en tout cas sur la France et l'Allemagne. Je rappelle qu'on a eu 2 guerres mondiales avec les Allemands, que pendant des décennies, on s'est battu avec les Allemands, et que depuis la Seconde Guerre mondiale, nous sommes en paix dans l'Union européenne grâce à ce couple franco-allemand et grâce à l'Union européenne. Oui, mais le conteste. Ben oui, mais donc il faut veiller. Est-ce que ça veut dire de se soumettre à toutes les exigences allemandes? Il faut. Mais attendez, c'est ça la question. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Il faut veiller à ça. Mais non, c'est pas ça. Écoutez, là aussi, moi j'étais en charge du commerce. Régulièrement débattait avec les Allemands de la politique en matière de commerce. On a réussi à rendre la politique commerciale moins naïve parce qu'on a fini par convaincre les Allemands de la nécessité de bouger. Le président de la République a réussi à convaincre les Allemands d'aller dans le futur avion européen, le SCAF. Nous avons réussi aussi à travailler sur le futur char avec les Allemands. Il faut convaincre, il faut se battre. On est en train de le faire sur la politique énergétique. Nous sommes en train de le faire sur la politique industrielle. C'est difficile, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour la paix et c'est nécessaire aussi pour peser dans le concert des nations face aux États-Unis, face à la Chine, face à la Russie, face à la Turquie, face aux oui, mais face à ces États-continents, la seule solution pour conforter notre souveraineté et relever les défis qui sont face à nous, c'est d'être plus fort en Européens. Et qui dit plus fort en Européens dit d'abord renforcer le lien avec les Allemands. Même si c'est difficile, même si parfois on aimerait avoir des décisions différentes des Allemands, il faut continuer de se battre et de se mobiliser. Et on a des résultats, et le président de la République a des résultats en la matière. Vincent, c'est le dernier mot. Qu'est-ce que font les Allemands pour se battre pour le couple franco-allemand? Rapidement. Je vous dis, ils vont faire l'avion du futur, le SCAF, avec nous. Ils vont faire le futur blindé avec nous. Ils ont accepté de modifier la politique commerciale. Ils ont accepté de modifier la politique commerciale européenne. On a réussi à mettre, par exemple, contre l'avis au départ des Allemands, en place un dispositif de réciprocité dans l'ouverture des marchés publics. Demain, on pourra exiger, par exemple, aux Chinois d'ouvrir leur marché public si on continue, Européens continueront d'ouvrir les nôtres aux produits chinois. Les Allemands ne voulaient pas au départ. On a réussi à les convaincre. Il y a plein d'exemples comme ça. Merci Vincent. La semaine prochaine, bien sûr. Tiens, une petite question qui peut intéresser Monique Lubin avant de nous partir, avant de nous quitter. Rapidement, est-ce qu'il faut baisser le nombre de parlementaires à l'Assemblée comme au Sénat? Quel est l'avis du ministre chargé des relations avec le Parlement? Écoutez, oui ou non? Non, mais on aura besoin d'avoir une réforme des institutions. Le président de la République va lancer très prochainement. Quel est l'avis du ministre chargé des relations avec le Parlement? Mon avis, c'est que c'est un tout. Et j'aurai l'occasion de m'exprimer sur cette question. Non, c'est pas non. Ce qui compte, c'est les moyens des parlementaires, la façon dont ils sont élus et leur pouvoir. Et je pense que sur ces 3 points-là, on peut améliorer le dispositif. Merci en tout cas d'avoir accepté le débat. Merci Monique Lubin d'être venue. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle audition publique sur LCP Public Sénat. Très belle soirée à vous tous.